Bonjour, XXe siècle, la poésie avant 1914, retour aux apparences. Depuis Gérard de Nerval, s'était sans cesse affirmée une vocation de la poésie à interpréter ou dépasser les apparences, l'acte poétique constituant à l'extrême l'hyperbole mallarméenne qui devait permettre une approximation de l'être. La conception tout égoïste, sinon aristocratique, du bibelodynamité sonore avait de plus contribué à isoler la poésie de la vie réelle. Mais déjà, la palinodie de Moréas avait ramené bien des poètes au spectacle concret du monde et à l'expression plus directe des sentiments. Cette tendance s'affirme aux approches de 1900. Dans le cas de Vera Eren, on pourrait ainsi parler d'un véritable symbolisme humanitaire, puisque sa manière, demeurant nettement marquée par les habitudes d'expression récemment acquises, il n'en retrouve pas moins une mission de la poésie oubliée depuis Hugo. Plus encore, il est significatif que l'essai sur le naturisme de Maurice Leblond, 1896, et le manifeste naturiste de Saint-Georges de Bouollier, dont les effets directs concerneront surtout le théâtre, suscitent de nombreux échos à la formule fameuse « En voilà assez, il y a assez longtemps qu'on admire Baudelaire et Mallarmé ». Le groupe humaniste de Fernand Grec, 1902, où beaucoup de se sont comptés, en est une preuve entre d'autres. Partout, les thèmes préférés, la manière plus directe de les traiter, le ton adopté marquent diversement l'abandon d'un univers cérébral et seulement rêvé. Bientôt, avec des intentions plus nettes et accompagnées par la poésie cordiale du groupe de l'Abbaye, l'unanimisme 1909, confère, page 35, tente de rejoindre, derrière le spectacle fragmentaire et dispersé de la vie quotidienne, non plus des essences mystérieuses, mais la présence ressentie d'une âme collective. À la même date, le futurisme de F. A. Marinetti, faisant appel au tumulte mécanique et à la violence matérielle, n'est sans doute qu'une manifestation tapageuse, mais en fait il confirme un recours plus général à la vision du monde moderne, modifié par la vitesse, le don d'ubiquité du cinéma naissant et l'interprétation simultanée des formes concrètes où tendait la peinture. À la veille du premier conflit mondial, on peut ainsi parler de poésie cubiste. Les poètes massacrés. En 1913, par un trait de grâce poétique, Guillaume Apollinaire avait dans Alcool marqué le point atteint par ces tendances diverses et ménagé une étape vers les tentatives futures. Blessé au combat, il mourut à l'instant même de l'armistice de 1918. Peggy, tuée en 1914, l'avait précédé dans l'absence. D'autres poètes encore, qui s'étaient déjà fait un nom, furent pris par la mort sous les armes. Jean-Marc Bernard, Émile Despax, Paul Drouot, Louis de La Salle, Jean de la Ville de Miremont semblent avoir été les plus chargés de promesses. Sans vouloir distinguer dans la foule indéterminée des disparus de la poésie, on peut cependant considérer que le vide laissé par eux explique en partie, avec l'ébranlement causé par la guerre, la violence et le manque d'équilibre qui caractérisent les manifestations apparues autour de 1920. L'héritage symboliste. Dans la durable querelle des littératures du Nord et du Midi, ouverte par Madame de Staël, la période du symbolisme avait été marquée d'un fait nouveau, l'apport d'une importante brigade d'écrivains belges à la poésie française. Avant 1914, les noms de Maurice Maeterlinck
et d'Émile Verhaeren s'impose au premier plan, tandis que, parmi les autres poètes d'expression française, le lituanien Ove de L. Milosz, 1877-1939, n'est connu que de petits cercles et que, vivant déjà à Paris, l'Autrichien Rainer Maria Rilke, 1875-1966, 1875-1926, est encore simple secrétaire de Rodin.